J'aime beaucoup parler de tes histoires, de tes anecdotes de ta pratique. C'est super intéressant. Alors, les gens viennent, comment tu fais? Comment tu fais? Tu leur donnes des cartes, tu leur fais piocher des cartes, comment ça se passe? Oh ben, autant, dans les cursus de formation, il y a des moments dédiés, au travail personnel, au travail sur soi. Donc autant dans les cursus de formation que dans une séance privée avec quelqu'un, c'est somme toute assez classique, hein. Je commence en général toujours par ce qu'on appelle une anamnèse, donc c'est-à-dire un moment de parole, qui est consacré, à la verbalisation du consultant, de la personne qui vient me voir pour que je l'aide, peu importe la raison. Et donc justement, on commence par un moment de parole. Bon, bah, bonjour monsieur, bonjour madame, pourquoi vous m'avez sollicité? Expliquez-moi un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous avez besoin de cette séance, quel est votre c'est quoi, vous avez un problème, vous avez une question, et cetera. Une fois que la personne a verbalisé la raison de sa visite, la raison de cette séance, pourquoi elle a besoin d'une séance avec moi, eh bien là, je vais lui proposer des outils liés à ma pratique de médiation artistique qui vont correspondre à sa problématique. Moi, je considère que en lui proposant tel ou tel outil, ça va mieux l'aider et mieux l'accompagner pour résoudre un petit peu son problème ou pour juste se sentir mieux ou pour avoir une prise de conscience sur un sujet particulier. Quelquefois, je vais considérer que un acte symbolique va faire l'affaire. Je sais pas, par exemple, aller, planter un arbre, sur son terrain parce qu'elle a un terrain près d'une rivière. Peut-être que ça va mieux correspondre à ce dont elle a besoin. Parfois, ça peut être l'écriture d'une chanson ou d'un poème qui va correspondre à ce dont elle a besoin, la personne, et parfois c'est regarder des images, regarder des images. Donc je vais lui présenter des images et des fois j'aurai recours au tarot. Souvent, j'aurai recours au tarot. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, il y a des images qui ont trait, à l'universalité pour le coup, c'est-à-dire, si je vous montre l'allégorie de la mort, qui, dans la tradition des tarots de Marseille, français, n'est pas nommée par superstition sans doute, hein, mais c'est bien l'allégorie de la mort. Bon, bah, là, vous avez l'illustration d'une caractéristique parfaitement universelle. On sait à l'heure actuelle, jusqu'à ce qu'on découvre, l'immortalité, on sait pour l'instant que chaque homme et chaque femme de cette planète vont passer par là. C'est universel. Donc, dans le tarot, il y a des images universelles, mais il y en a d'autres. Je vous ai montré l'ermite au départ, mais lui, c'est comme le pendu, hein, c'était pas l'ermite à l'origine, c'était le temps. Donc c'était une allégorie du temps, le dieu Saturne. On le retrouve dans le tarot milanais, avec son sablier. Voilà, toute personne qui naît sur cette planète est sujette au passage du temps. Voilà une autre caractéristique universelle qui est même une coordonnée de l'existence humaine. À partir du moment où on s'insère dans l'existence, voilà une des coordonnées. Le temps passe. Mm. Le temps passe et ça me ramène à Tolkien, l'essence de sa sagesse qui a été résumée en une de ses phrases. La seule chose qu'on peut faire sur cette terre, c'est décider de ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti. Mm. Voilà, c'est Tolkien qui disait ça comme ça, il a tout à fait raison. Le temps est limité, c'est une coordonnée de l'existence humaine. Maintenant qu'on sait qu'il est limité, que peut-être on aura 20 ans, 40 ans, 60 ans, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui nous est imparti? Donc, le tarot est un corpus d'images qui a ceci de particulier qu'il comporte des allégories universelles, des représentants des petites classes sociales, Mm. des représentants des hautes classes sociales, une papesse, Ah oui. qui est une autre énigme du tarot, parce qu'évidemment, le haut clergé est interdit aux femmes, donc une papesse, ça peut pas exister. Mais il y a une papesse dans le tarot. Voilà, Encore une provocation, peut-être. voilà notre mystère. Il y a l'impératrice et les hautes classes sociales. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des artisans, ils ne sont pas représentés dans le tarot, les artisans? Ah. Il y a pas de marchands, pas d'artisans, pas de Ouais, ouais, banquiers, ouais. il y a des métiers qui manquent parce que les rangs de l'humanité, comme on appelait ça à l'origine, ne sont pas du tout représentés de façon exhaustive, hein. Mais voilà, c'est un corpus d'images qui a ceci de particulier, qui il comporte un programme eschatologique. Donc ça peut parler à quelqu'un. Si j'ai un consultant qui vient me voir et qui, pour le coup, croit dans la destinée de l'âme, eh bien, il y a des cartes qui peuvent lui parler de ça. Donc, ça permet d'avoir une conversation
c'est pour ça que souvent on me pose cette question, notamment des personnes, qui n'aiment pas le tarot parce qu'ils pensent que c'est de la divination, alors qu'à l'origine, c'est un jeu de cartes qui n'est pas du tout lié à la divination. Ça date que Non? de la fin du XVIIIe siècle, hein, ça a aucun rapport. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que le tarot, c'est un objet, un oracle, un objet divinatoire. Donc il y a des gens qui me parlent souvent qui n'aiment pas le tarot, donc qui me jugent parce que c'est une de mes activités de m'intéresser à cette œuvre de la Renaissance. Bon, admettons. Et puis qui me disent: «Mais pourquoi, dans la médiation artistique, tu utilises le tarot?» Mais je leur dis: «Mais la plupart du temps, je l'utilise pour cette raison, celle que je viens de vous évoquer. Parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas à ma disposition d'autres outils comme ça. Je n'ai pas d'autres corpus d'images qui ressemblent à ça. J'en ai pas d'autres. Je pourrais m'en créer un, très bien. D'ailleurs, j'ai je l'ai là, j'ai créé un tarot. Oui, j'allais te demander. Un tarot, oui. Le Tantôt. tarot des Croix du Sud, un tarot nomade qui parle des Touaregs, du désert, donc complètement différent du tarot sédentaire et linéaire et eschatologique classique, le tarot historique. Là, c'est un tarot vraiment qui s'écarte de tout ça. Donc, je peux créer mon corpus d'images, mais je l'utilise beaucoup aussi hein, dans la médiation artistique. On va avoir, pour vous montrer quelques images, bah, tiens, tu parlais du tambour tout à l'heure. On va avoir la carte du tambour, par exemple qui représente et qui symbolise le rassemblement. Donc vous voyez que là, les illustrations du tarot des Croix du Sud sont tout à fait différentes. C'est un tarot extrêmement intéressant pour la médiation artistique. On va avoir la représentation de l'autre monde des Touaregs, les Soufs, l'autre dimension du monde, et qui va être très différente de l'enfer chrétien, parce que l'enfer chrétien, il fait pas bon d'y aller. Par contre, les initiés Touaregs invitent à aller dans cet autre monde, le visiter. Donc tu vois, Mhm. voilà pourquoi le tarot des Croix du Sud est un objet très, très différent. Mais enfin voilà, le tarot est un objet singulier, il faut s'en rendre compte. Il est historiquement sans doute révolutionnaire et il est de toute façon, quel que soit le temps, particulier, c'est singulier. Donc Mhm. mieux connaître le tarot, voire très bien savoir ce qu'on a en main, est très utile quand on est un praticien, parce qu'on peut y avoir recours en fonction des circonstances et de façon très précise. Moi, j'ai quelqu'un maintenant qui vient me parler de maternité. Tiens, je te montrerai après historiquement comment le thème de la maternité vu par le prisme médiéval et renaissance s'exprime dans le tarot. Intéressant, ça. Mais quelqu'un qui me parle de maternité et qui a la déesse Vénus, déesse païenne du panthéon romain qui sort, bon ben voilà, moi je ferai des liens avec ça. On a C'est une bon avec magnifique. l'eau. Oui, c'est la déesse Vénus est liée à l'élément eau. Elle est née elle-même hein, de l'écume dans l'océan. Oui. Et voilà, donc si on n'a pas conscience que c'est une représentation de Vénus, on ne pourra pas trop faire le lien avec la maternité. Vous voyez, bon, un petit peu parce que de toute façon l'illustration représente une femme, d'accord, mais ce sera moins précis. Mieux on connaît cette illustration, historiquement, mieux, pour moi, en tout cas de mon point de vue, on peut mieux, de façon plus précise, on peut accompagner un consultant, en fait, dans les thématiques. Je vais vous montrer juste en passant pour terminer, sur ce chapitre-là, comment le terme de la maternité s'exprime dans le tarot. Je vais vous prendre le tarot de Marseille, mais c'est pareil, c'est un modèle stable qui existe dès les origines. Hein. Ah bah tiens, je vous ai parlé de l'impératrice tout à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous le montrer aussi avec les cartes milanaises pour que moi, je travaille vraiment. Ce qui m'intéresse, ce sont les modèles stables, parce que le tarot, donc on l'a vu, est une œuvre et un jeu de cartes de 6 siècles bientôt, Mhm. qui a à la fois traversé les époques et les frontières, puisqu'il est né en Italie, et ensuite il est descendu très vite en Sicile, ensuite il est remonté très vite en France, et puis Suisse, Allemagne. Il n'est pas arrivé en Angleterre et en Espagne pour des raisons historiques. Maintenant on en trouve, mais historiquement il s'est arrêté aux frontières de l'Angleterre. Mais vous voyez qu'il a quand même traversé le temps. Donc c'est un objet, des fois on trouve des tarots qui sont uniques, il y a des maîtres quartiers qui ont pris des libertés, donc ils ont fait des trucs géniaux. Moi j'essaie vraiment de travailler sur le canon originel du tarot. Qu'est-ce que c'était à l'origine? Qu'est-ce qu'il comportait comme figure d'illustration? Et quels sont les modèles stables? Quand j'ai
un seul tarot, par exemple, qui est merveilleux d'ailleurs, qui a été créé à Florence, mais qui était fait pour la famille d'Este Aragon à Ferrare. Donc le tarot s'appelle comme ça, le tarot d'Este Aragon. C'est un tarot absolument magnifique, enluminé, peint à la main, qui présente la figure de Diogène, le philosophe grec, Mhm. sur la carte du soleil. Par exemple, l'illustration du soleil, et c'est Diogène dans son tonneau. Bon, très bien, mais en fait, c'est une seule occurrence. C'est-à-dire qu'il y a un seul tarot connu dans l'histoire du tarot, avec des milliers de tarots qui ont été créés. Il y en a un seul connu où il y a Diogène. Donc, c'est pas un modèle stable, Diogène. Ouais. C'est pas une figure que tu vois qui fait partie. C'est l'invention d'une personne en particulier. Exactement. Donc, d'autres personnes voient Diogène dans l'ermite, parce que Diogène cherche l'homme vrai, l'homme véritable avec sa lampe dans un épisode. Moi, je ne le vois pas dedans, mais peu importe. Mais je travaille sur les modèles stables. C'est pour expliquer un petit peu ma démarche. Et donc, je vais vous montrer un autre modèle stable par lequel on peut aborder le tarot, qui regroupe 4 illustrations d'atouts. Tac. Il faut se dire qu'à la charnière du Moyen Âge et de la Renaissance, le thème de la maternité, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, eh bien, symboliquement, est relié à différents éléments. La Lune, à l'époque, est censée présider à la fois au cycle menstruel et aux naissances, dans l'esprit des anciens. Et encore, oui. Encore pour, bon, pour plein de gens. Mais à l'époque, c'est sûr. Je veux dire, c'est une pensée majoritaire, quoi. Oui, oui, La Lune, dès le départ, on l'a dans le tarot. On n'a pas les 7 planètes de l'époque comme elles étaient appelées, hein. La Lune était appelée une planète. Mais on a tout de suite la Lune qui apparaît dans la suite d'Atout, donc elle est très importante. On a la Lune, le Soleil et Vénus, l'étoile ou l'étoile. Ça, c'est le modèle stable. et Saturne, tu nous as montré Saturne Oui, aussi. oui, Saturne aussi, exactement. Donc on a aussi la planète Saturne. Mais vraiment représenté en tant qu'astre, je veux dire, Oui, on a ces trois-là. Parce que oui, Saturne, il n'est pas représenté en tant qu'astre, même si c'est la planète, hein, il est représenté dans son allégorie, dites-moi. le dieu Saturne avec la faux, quoi. Donc la Lune, on l'a, et elle, cette déesse, c'est une déesse mère qui préside au cycle menstruel, qui préside aux naissances, à la maternité. Donc voilà un élément symbolique dans le tarot qui est lié au thème de la maternité. Mais on a aussi, comme je vous l'ai montré, l'étoile Vénus. Oui, La déesse Vénus, d'ailleurs là, regardez, elle a la main sur son ventre, ah oui, donc c'est peut-être un détail intéressant hein, qu'a peint l'artiste. Elle a le décolleté plus ouvert que la Lune, parce que c'est la déesse de la volupté, de la sexualité, de l'amour. Voilà une déesse. Et puis la couleur verte hein, dont elle est affublée, regarde, il y a du vert. À cette époque, le vert peut aussi annoncer une femme enceinte, le ah ouais. thème de la maternité. Donc peut-être que c'est pour ça que le vert apparaît ici, hein. Pour les couleurs, attention aux anachronismes, hein, il faudra se référer à Michel Pastoureau, qui est le spécialiste français médiéviste des couleurs. Parce que toutes les personnes qui se projettent avec nos symboliques de couleurs aujourd'hui dans le tarot sont anachroniques. Parce que voilà, comme je te le disais la dernière fois, encore au début du 19e, Goethe, dans son traité des couleurs, explique que le bleu est la couleur la plus chaude, par exemple, de toutes les couleurs, bon, etc. Oui, Les oui, couleurs, il y a c'est l'inverse de ce que nous pensons nous maintenant. exactement. En fait, il y a encore 2 siècles, la symbolique des couleurs n'avait rien à voir avec la nôtre aujourd'hui. Oui, Donc, quand on prend même juste le tarot que je vous montre, qui date juste du 18e siècle, et qu'on explique que le bleu de l'ermite est froid, ben, on est complètement anachronique. Il est sans doute chaud. Pas forcément, mais c'est possible. Donc, ouais, il faut contextualiser. Et donc, pour oui, terminer sur la maternité, on a ensuite l'impératrice. Donc d'accord. l'impératrice, elle est la garante de la lignée, elle est l'épouse de l'empereur qui est là pour procréer, hein. C'est dur de le dire comme ça, mais il faut se figurer que historiquement c'est ça. Donc là, oui, Oui, tout à fait. Elle est celle qui doit amener au royaume le digne héritier du trône, donc le fils aîné en général. S'il y a une fille aînée et qu'il y a un garçon après, bah, même si c'est pas l'aîné, ce sera le garçon de toute façon. Elle est la maman, elle est la mère, elle est l'image de la mère dans le tarot, la garante de la lignée et la procréatrice du fils aîné. Donc vous voyez qu'on a quand même un beau thème de la maternité dans le tarot.
qui rassemble trois cartes, deux déesses mères, une figure humaine, et on a une quatrième figure qu'on pourrait ajouter, la fameuse papesse, tu as vu, qui est très différente de l'autre tarot. En principe, de façon littérale, il est impossible qu'elle soit mère, parce que si elle est papesse, ça veut dire qu'elle a fait vœu de chasteté, donc elle ne peut pas procréer, évidemment. Mais il existe une légende chrétienne, celle de la papesse Jeanne, qui, en s'étant travestie en homme, a pu accéder aux plus hautes fonctions du clergé, mais qui, malheureusement, un jour, lors d'une procession publique, a accouché en plein public, montrant par là son secret. Elle s'était travestie, donc elle avait trahi à la fois le clergé et Dieu, et en plus, elle était tombée enceinte, donc voilà, elle meurt de façon sinistre en fonction des récits, soit lapidée, soit elle meurt en couche, peu importe. Mais donc là, on a un thème de la maternité avec la papesse, possiblement, en fonction de comment on la voit. Si on pense qu'elle peut évoquer la légende de la papesse Jeanne, on a aussi une quatrième carte qui pourrait se rejoindre le thème de la maternité, mais vous voyez que du coup, c'est quand même pas la même maternité. Ici, C'est ça une va. maternité idéalisée, style la Vierge. Ici, c'est une maternité classique, je pense plutôt ici idéalisée. Et là, c'est catastrophique, c'est-à-dire ça. Si je travaille, moi, dans une séance, une consultation, ça viendra par exemple évoquer les thèmes de la maternité cachée ou la maternité niée, la question de la légitimité à être mère, enfant caché, ce type de thème, ou Ou déni, même, déni de grossesse, tu vois, voilà quoi. j'allais dire, la ménopause. Je veux dire, Ménopause, pourquoi pas, très il bien. nous arrive, bon, pas à toi, mais bon, après quelques années, Très bien, tu vois, donc elle, je vais prendre celle du tarot de Marseille, la papesse, voilà une figure extrêmement ambiguë et enrichissante et intéressante qui gagne beaucoup à être étudiée historiquement, encore une fois, pour la pratique, pour ensuite pouvoir sortir des thèmes comme ça en fonction de la consultation et du consultant, quoi. Déni de grossesse, ménopause et tout, voilà. Et pour ça, il faut bien aller dans l'histoire et se souvenir qu'au début du XVe siècle, quand le tarot paraît, la légende de la papesse Jeanne a regagné d'intérêt et les gens l'entendent et la connaissent, hein. quelque chose de païen peut-être, je sais. Non, je pense pas. C'est une légende qui naît en plein cœur du Moyen Âge et qui transpose dans le passé l'objet de sa légende. Donc, c'est-à-dire qu'elle naît au Moyen Âge. Je me souviens plus de la date exacte là, mais peut-être Moyen Âge classique. Mais quand elle apparaît, cette légende, on dit que c'est une papesse qui a vécu au IXe siècle, donc plusieurs siècles avant. Mhm. Tu vois. Donc, on transpose dans le passé une, une thématique bizarre, une problématique bizarre. Mais bon, il y aurait beaucoup à dire sur la papesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pourquoi elle est dans le tarot, c'est une question. La Ouais. légende de la papesse Jeanne, pourquoi l'avoir créée? Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient quand même pour moi rappeler un point très important de l'histoire catholique, qui est un moment charnière, à mon avis. Tu sais que dans l'histoire catholique, il y a eu un moment, un concile qui a été très important. Je ne sais plus le siècle, mais bon, là, euh, les plus érudits le retrouveront. C'est peut-être aussi 8e siècle, peut-être autour de là, où le christianisme institué a dit on sera iconophile, c'est-à-dire on va représenter Dieu. Ah, d'accord, oui, c'est Tandis que très l'islam important. dit on va être iconoclaste, on ne représente pas Dieu. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un premier moment absolument charnière qui crée un type de civilisation chrétienne. Si lors de ce fameux concile, mais il y a eu des débats pendant des siècles avant, hein, mais ça a abouti à un concile qui statue. Si à ce moment-là, ils avaient dit l'inverse, on va être iconoclaste et pas iconophile, on va jamais représenter Dieu. Imagine notre culture comme elle aurait été différente. Tout ce que tu vois dans les églises, tout l'art du vitrail, il n'y aurait pas eu de représentation de Dieu. Non. Bon, ben ça c'est un point charnière. Il y en a un deuxième pour moi. Dans l'Église, c'est le moment où, pour des questions d'argent, maintenant on sait d'ailleurs, hein, c'est rien à voir avec le spirituel, le moment où l'Église décide que les prêtres vont devoir être célibataires, chastes et ne plus pouvoir se marier. Parce qu'avant ça, ils pouvaient se marier. Oui, c'est ça, oui. Donc des papesses, il en a existé dans l'histoire, même si elles n'avaient pas ce nom et ce statut
On n'appelait pas ça papesse, mais des épouses des papes. Il en a existé dans l'histoire. Et à un Mhm. moment donné, terminé, terminé. Donc est-ce que la papesse ne vient pas questionner l'Église sur cette question? Pourquoi le célibat des prêtres? Parce que c'est un sacré problème, ça, on le sait. On sait tout ce que ça engendre comme problème, le célibat des prêtres. Donc, et on sait que les protestants ont réformé ça, Mhm. puisque le pasteur, lui, il peut avoir une épouse, tu vois. Oui. Donc là, ce serait dans le tarot la présence d'une question fondamentale, épineuse, qui a rapport avec des décisions ecclésiastiques très dures. Voilà. Et Mhm. Mais quand même, quel courage d'inventer une carte comme ça à l'époque. À l'époque où on oui, brûlait les hérétiques, oui, euh, c'est quand même fou quand même. oui. C'est de C'est créer pour une ça carte comme ça. qu'il y a dans le tarot des marqueurs provoquants, courageux et révolutionnaires pour moi, pour l'époque, complètement. C'est clair. Même le pape, hein, même la présence du pape est vue à l'époque par les religieux comme une offense, tout simplement. On a le pape et sa papesse, qui d'ailleurs se regardent dans le tarot de Marseille, mais c'est pas dans tous les tarots. Donc même la présence du pape, qui en plus est gouverné par l'amour dans le tarot, bon, parce que il est au rang au-dessus, l'amour, donc les plaisirs et tout, c'était une offense pour les religieux. Donc ça, moi, ça me fait penser à l'esprit populaire. Moi, ça me fait penser à la gouaille du peuple, à la provocation du peuple contre les puissants. C'est pour ça que, à titre personnel, la possibilité que le designer du tarot soit issu du peuple, je ne l'écarte pas. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, hein, et je suis cette hypothèse, je suis d'accord que le plus probable, c'est que le designer originel du tarot ait été quand même un savant, quelqu'un d'érudit. Je suis d'accord que c'est le plus probable, mais je n'écarte pas la possibilité que le jeu vienne du peuple, surtout s'il est florentin, parce qu'on parle d'une cité républicaine. Voilà. Le Butler serait alors peut-être un autoportrait? Ah, je ne crois pas que l'autoportrait existe à cette époque, ma chère. Il Mais je faudrait veux dire vérifier dans qu'il se l'histoire de l'art. représente symboliquement peut-être, mais qu'il se représente un petit peu lui-même en tant que magicien, en tant que créateur. Hum, peut-être, si c'est un jongleur qui a inventé le jeu, quelqu'un qui fait partie de la classe des jongleurs, peut-être, mais je ne pensais pas à quelqu'un qui faisait partie de cette classe. Mais c'est Ouais. possible. Moi, je ne l'écarte pas, cette possibilité. Pourquoi pas? Mais peut-être un marchand ou un artisan, Ouais. Mais alors, joueur de cartes, pourquoi pas? comme tu as étudié l'histoire du tarot et tous ces tarots différents, tu connais très très bien ces cartes, tu connais leur symbolique. Alors, quels éléments de ces cartes du tarot originel est-ce que tu as pris pour le tarot que tu as créé toi et avec ton père? Pour le tarot, pardon, j'ai pas entendu la Oui, fin de la phrase. quels éléments est-ce que tu as pris de ton étude de tous les tarots historiques? Quels éléments est-ce que tu as trouvé indispensables pour créer un nouveau tarot de nos temps, pour nos temps, bien qu'inspiré d'une autre culture, comme tu nous as expliqué, mais quels sont Mhm. les éléments que tu as gardés? D'accord, d'accord. Donc oui, si tu veux, je peux te dire quelques mots du tarot des Croix du Sud. Il y a une formation d'ailleurs, un nouveau cursus qui commencera bientôt. Et bientôt, la formation intégrale sera aussi euh, possiblement acquérable en vidéo uniquement. Donc les gens qui voudront juste acheter les vidéos ou alors se former avec moi au tirage et tout, ils pourront. Donc le tarot des Croix du Sud. Donc c'est donc un tarot que j'ai créé à quatre mains avec mon père et qui a été illustré par encore une troisième personne. Hein, donc c'est un petit D'accord, peu une œuvre collective quand même, hein, en termes de création. Et le tarot des Croix du Sud, l'objectif, ça a été justement le suivant. Pour moi, il était clair que des tarots, il y en a plein qui sortent tous les mois. Il y a des nouveaux tarots tout le temps maintenant. Puisque je ne sais pas si tu sais, mais en France, par exemple, jusqu'à l'après-guerre, il était interdit de créer son propre jeu de cartes, hein, ça, c'était interdit. Et le très métier bien. de Je quartier savais et pas. d'éditeur quartier existait toujours, donc il était réglementé par l'État. Et pour que les quartiers puissent vivre sans concurrence déloyale, il n'y avait que les quartiers qui pouvaient créer des jeux de cartes. Un jour, là, dans l'histoire récente de la France, ça a été levé.
Donc maintenant, tout le monde crée son propre tarot, tout le monde crée son propre jeu de cartes, c'est pour ça qu'il y en a des milliers, quoi. Donc c'est très bien, c'est très bien. Du coup, pour moi, il était clair que si je devais créer un tarot nouveau, autant qu'il soit à la fois calqué sur le canon du tarot de Marseille, mais qu'il soit complètement et radicalement différent du tarot de Marseille. C'est ça, c'est Et donc, ça. C'est une voilà, juxtaposition très difficile. ça n'a pas été difficile. Pourquoi? Parce que ce tarot s'inspire de la culture touareg, donc ce sont les nomades qui transhument, parce que ce sont des pasteurs, là, les pasteurs, les bergers, hein, qui transhument dans le désert du Sahara. Et la culture touareg est une culture presque miroir opposé à la culture européenne. C'était Mhm. une culture fabuleuse, la culture touareg, magnifique, à plein de titres. Donc en fait, ça n'a pas été dur, en s'inspirant de cette culture qui était déjà radicalement différente de la nôtre, bah, ça a produit un tarot radicalement différent du tarot de Marseille. C'est une culture qui est nomade, alors que le tarot de Marseille vient profondément d'une matrice sédentaire, catholique, avec une image du temps qui est linéaire. Je vous ai montré l'eschatologie chrétienne, il y a un début, un milieu, il y aura une fin. Voilà, il y a la fin des temps un jour, donc tout est linéaire, on va d'un point A à un point B. L'histoire pour les chrétiens commence avec Jésus qui a souffert, qui est mort, qui a ressuscité, etc. Un jour, Jésus reviendra pour nous juger, et puis terminé, fin des temps. Avec les Touaregs et le tarot des Croix du Sud, les amis, on entre dans le monde nomade. Donc il y a tout qui change. C'est pas une culture sédentaire, c'est une culture qui se déplace au gré des saisons et des troupeaux. Voilà, dont l'archétype premier, bah, c'est ce Touareg sur un dromadaire Voilà. qui suit la constellation d'Orion, que les Touaregs appellent le grand guide, évidemment, hein, le marcheur du ciel. Et c'est un tarot, le tarot des Croix du Sud, qui est fondé sur les 22 croix sacrées des Touaregs, hein. 22 croix sacrées comme le nombre des atouts du tarot. Voilà l'idée initiale qu'a eu mon père d'ailleurs. Et voilà de quoi tout est parti. Donc avec ce tarot, on n'est pas du tout dans l'immobilisme de la sédentarité, dans l'immuabilité de l'institution de l'Église, dans le dogme figé. Là, c'est le mouvement. Et c'est un tarot qui est créé spécifiquement pour se remettre en mouvement, pour aller reconnecter notre mémoire ancestrale nomade à chacun, à chacune, chacun, puisque nos lointains ancêtres bougeaient, hein, on le sait maintenant. Et donc c'est un monde peuplé de tentes, de grandes écuelles dans lesquelles on partage la nourriture, le mil, peuplé d'oiseaux, de dromadaires. C'est un décor naturel, puisque les Touaregs traversent des décors naturels. Il n'y a rien qui est bâti en dur. Donc vous ne trouverez pas là de maisons en pierre. Ce sont que les dunes du désert, les figues, voilà, tous les éléments culturels de cette culture. Une déesse, la déesse mère des Touaregs. C'était pas une déesse d'ailleurs, mais elle est Tiski, la boiteuse. Elle est à moitié humaine, à moitié légendaire. Tininan, c'était une reine berbère. Donc voilà, le tarot des Croix du Sud a repris le canon des 22 atouts du tarot de Marseille. Pour ceux qui connaissent, vous voyez là l'équivalent des amoureux. Je vais vous le montrer tout de suite. Et qui est devenu l'amour dans le tarot des Croix du Sud, Tara. Ça se dit Tara en tamashek, la langue des Touaregs. Les amoureux, numéro 6 dans le tarot de Marseille, et l'amour, numéro 6 dans le tarot des Croix du Sud. Mais ici, ça change. Là, on a le petit dieu Cupidon qui envoie ses flèches agressives pour obliger les gens à s'aimer. Et ici, on est dans une culture matrilinéaire dans laquelle le statut de la femme est extrêmement élevé. C'est la femme qui choisit ses partenaires, qui choisit son futur époux. Voilà pourquoi on a cette illustration à la place d'une femme qui est dominante, entre guillemets. Elle domine du point de vue de la situation, en tout cas de l'image. D'un jeune homme qui est respectueux, qui lui a dessiné un signe dans le sable pour dire je t'aime et qui attend de voir si elle est OK ou non. Donc voilà en quoi, par exemple, le tarot des Croix du Sud peut être très différent du tarot de Marseille, quoi. C'est Et aussi, tu as changé. Alors, par exemple, pour ces deux cartes-là que tu as comparées, d'un côté, tu as une relation. Je veux dire, tu as quelque chose, oui, une relation entre deux personnes, ou oui, même, là, il y en a trois sur la carte. Et puis là, sur ta carte,
c'est plutôt, c'est comme un concept plutôt, l'amour, c'est différent? Complètement, c'est Oui. complètement différent. Ça peut aussi être l'amour filial, l'amour amical. On peut s'éloigner de l'illustration quand on travaille avec les images du tarot des Croix du Sud. Et ici, tu as raison, Mélissa, on est avec une image, une illustration qui nous fait remonter aux temps anciens, mais il y avait encore pas très longtemps, où tout devait passer par le mariage. On demande la main au père, la mère, protège son fils. C'est pour ça qu'il y a 3 individus sans doute, hein? Oui, mais aussi ça me fait penser plutôt à deux éléments ou deux choses qui forcément, bon, bref, qui sont pas forcément compatibles, mais qui peuvent s'unir. Mmh. Donc, un peu comme dans l'alchimie, tu sais, quand il y a Ouais, des forces opposées qui viennent s'unir, c'est pas forcément pour l'amour, mais bon, exactement. Bah, on sait que le mariage n'était pas un mariage d'amour dans les anciens temps. ah oui, Donc cette image, elle nous rapporte, exactement à des scènes de l'ancien temps. oui, Ici, chez les Touaregs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. Heu, la femme, si elle décide que tel homme sera son époux, elle en est responsable. oui, Ici, on est dans une relation responsable et oui, une situation responsable. On mhm, assume ses choix, si on s'est trompé, on assume son erreur, si on s'est pas trompé, tant mieux. C'est une culture d'une poésie fabuleuse, hein, wow, qui est une culture, vraiment de l'élévation. Parce que ils sont en plein désert dans un climat absolument aride et hostile et donc ne serait-ce que pour survivre, ils doivent économiser leurs mots, leurs paroles, économiser leurs efforts pour pas transpirer trop. Donc ils sont très centrés, très sages. La nature, hostile en général rend les hommes philosophes, hein, ça c'est sûr. mm, Donc voilà, on bascule avec le tarot des Croix du Sud dans un autre univers et moi c'est vraiment à ça que je forme, les étudiants que j'ai, hein. On bascule dans un univers, où le campement, représente une vraie collectivité, chacun a son rôle. Donc si on tire cette carte en tirage, ça va pouvoir nous questionner sur, notre place dans la société. Est-ce mm. qu'on se sent utile au collectif et à la communauté ou à notre famille et cetera et cetera? Donc voilà, ce type d'image, on les a pas du tout dans le tarot de Marseille. Et ces images sont absolument Ouais. magnifiques. Hommage à Chloé Loth, hein, la jeune illustratrice qui travaille toujours, hein, qui est une fabuleuse, créatrice et dessinatrice et donc voilà, je tiens à lui rendre hommage en même temps, dans ce live, même si, je l'ai déjà fait, mais je le fais toujours, Ah bah, elles parce sont qu'elle a super. réalisé un travail exceptionnel, Ouais, qui nous je suis permet d'accord. qui facilite beaucoup la tâche, hein. J'ai souvent, tu sais, le tarot de Marseille, c'est un objet avec lequel les gens qui le connaissent pas au début ils ont un peu du mal et ils trouvent que les illustrations sont bizarres, ce qui est vrai. Ils arrivent pas forcément à se projeter, tu vois? Oui, Si je montre cette image déjà, tu vois, tout à l'heure, je t'ai montré cette image-là, si je la présente à quelqu'un, c'est un peu plus facile, la personne va pouvoir me oui, dire, par exemple: «Ah ben ça me rappelle un voyage en Algérie». Bon, oui. ça, je vais te dire que quand je travaille avec les images du tarot, des fois, il y a des gens qui restent muets, hein. Donc après, il faut que je passe par d'autres chemins. Il y a des gens, ça, Donc, rien. si c'est une carte pour faire parler les gens, ça peut être l'effet inverse, oui. Des fois oui, des fois, bah, Bon, écoutez, ça m'évoque je suis rien. sûre que ça a un effet quand même. Ça provoque quelque chose à Ah bah, l'intérieur peut-être, on mais a des outils après pour, oui. voilà, pour aider la personne à se projeter. Mais ça, c'est beaucoup plus facile, hein. C'est pour ça qu'on a fait des illustrations réalistes, parce que c'est Ouais. beaucoup plus facile pour tout le monde, pour le J'adore comment elle rend consultant. la lumière avec les rayons. Et ouais, ouais, c'est super. Et la toile d'araignée, très très beau. Oui, toile d'araignée au premier plan qui est le symbole de l'artisanat, parce que toute leur société, tient sur l'artisanat, les métiers du tissage, Mhm. la forge et cetera. Donc, voilà, cette toile d'araignée est là pour le rappeler, le travail manuel, le fait de nous souvenir aussi qu'on a tous la possibilité de travailler avec nos mains et de faire des choses pour être utile en fait, aux nôtres ou, à la communauté, quoi. C'est une carte que j'aime énormément, hein, Ah ouais, ouais, super. l'arcane de la collectivité, le Ouais. campement, voilà. Donc, l'arcane de la collectivité, elle correspondrait à quelle carte dans les tarots enfin, plus anciens? Le soleil, Ah, c'est le soleil, bien ouais, sûr, avec les rayons. oui. Le soleil dispense Oui, l'énergie nécessaire pour le travail, diurne, le travail en journée. Il dispense tout, même la vie sur terre, hein. il vient d'apparaître chez toi. Je vois que ta pièce est pleine de soleil là. Ouais. Ouais, je suis sur la Côte d'Azur, il fait très, très beau.
Bon, je trouve que c'est une super création, vraiment, ton tarot est magnifique, absolument magnifique. Donc, en fait, tu as gardé les concepts, les chiffres, on n'a pas vraiment parlé de chiffres, mais les chiffres, les concepts principaux, et tu les as adaptés pour le monde. En fait, c'est le monde dont tu as dit, c'est un monde d'une culture très spécifique, distante, si tu veux, mais qui est aussi notre monde. Oui, complètement, complètement. Oui, 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 on est parti du canon, du tarot de Marseille. Heu, L'idée, voilà, par exemple, la carte du diable ici, qui a donné Annie-Gouran, qui est un personnage mythologique de la mythologie touareg, qui est le diable du tarot des Croix du Sud. Ici, le diable, représente la dualité, l'ambiguïté. Annie-Gouran aussi. C'est un personnage civilisateur, hein, vraiment, un dieu civilisateur, on pourrait l'appeler comme ça, mais qui a ses ambiguïtés, qui est extrêmement jaloux, possessif, donc qui ne veut pas être dépassé, qui ne supporte pas comment on appelle ça? La concurrence, donc il veut écraser ses adversaires, et il en vient même à tuer son neveu qu'on voit là, dans son dos, par terre, dans certaines versions du mythe. Donc on a gardé l'idée, ça a été, d'associer les 22 croix sacrées des Touaregs aux 22 atouts du tarot de Marseille pour en faire 22 atouts du tarot des Croix du Sud. Donc, on a associé les concepts aux croix, aux cartes, et ça a donné ça. Donc là, c'est la croix de l'Aïr, par exemple. La croix qu'il tient en main, lui, il l'utilise pour manipuler comme un pendule, tu vois. Ah, Et donc, on a le diable qui est pas loin derrière, mais on est dans un concept à 100% Touareg. Comme ça, on respecte l'univers Touareg. Et en même temps, on a aussi le numéro quand même de l'arcane du tarot de Marseille, le numéro 15. mm. Donc voilà, c'est un savant mélange. Ça a été un savant équilibre de créer ça, quoi. Mais quand même, vous êtes passé du diable à l'intelligence. Ouais. C'est surprenant. Oui, parce que c'est une innovation quand même. Euh, Pourquoi? Parce que dans le monde touareg, c'est comme ça qu'est introduite la notion d'intelligence, par une figure qui rappelle un peu le diable, par une figure de duel, de dualité, ambivalente, ambiguë, qui peut être méchant, tout simplement. La méchanceté, c'est le diable qui l'incarne dans le catholicisme, hein, donc dans le tarot de Marseille, mais qui est aussi celui qui va civiliser les Touaregs. C'est ambigu, c'est comme ça. Donc, ça fait partie des images, hein, que moi j'invite toujours, mais avec le tarot de Marseille aussi d'ailleurs, les images qui sont ambiguës parce on n'a pas assez travaillé pour les comprendre, hein. Les images qui, de nature, sont ambiguës, il faut conserver leur ambiguïté, parce que c'est celle-là qu'il faudra travailler quand on sera Oui. en consultation. Si bah, j'ai le diable, si on veut, je ne sais pas, abolir l'ambiguïté du diable, que le diable a dans le catholicisme, bah, on se coupe d'une partie de la richesse de cette carte, par exemple. Idem pour, dans le tarot de Marseille, il y a des cartes qui sont aussi de nature ambiguë dès le départ, quoi. Les jongleurs du tarot, le battleur, le bouffon, pour l'époque, représentaient une forme d'ambiguïté. Mm. Donc il faut conserver cette ambiguïté. Ouais, ouais. Tu vois, Et les c'est voilà. développer. Pardon? Et les développer. Oui, Voilà. ça devient la base avec laquelle on travaille. Ouais. Si on fait un tirage, par exemple, aléatoire, juste, tiens, prends une carte pour voir ce qui sort, et qu'on a une carte ambiguë, il faut que l'ambiguïté soit un matériau avec lequel on va travailler pour la personne. Annie-Gouran, le rusé, il peut très bien venir évoquer quelqu'un dans notre entourage qui est un petit peu pervers narcissique, par exemple, tu vois. Ah, ouais. D'ailleurs, je dis un petit peu, mais bon, pour ceux qui connaissent la catégorie psychanalytique perversion narcissique, on ne l'est pas un petit peu, hein, on l'est ou pas, quoi. Bon, mais il peut venir évoquer quelqu'un de manipulateur dans notre entourage, quelqu'un d'ambigu, qui est insaisissable, qui se protège, mais en même temps qui envoie des mécanismes de défense, comme on appelle ça, qui est méchant et tout. Et donc, comment faire? Voilà. Donc là, il va falloir travailler sur l'ambiguïté. La Ouais. personne, si elle ne supporte pas ça et qu'elle en souffre, il va falloir qu'elle se coupe de la personne ambiguë, tu vois? C'est absolument passionnant.
Ça, c'est la partie plutôt pratique. Bon, on aura un peu, dans cette conversation, navigué entre la pratique et l'étude. J'espère que pour les internautes qui vont visionner cette conversation, ça ne va pas les gêner. J'espère que ça ne va pas être trop, une navigation trop, voilà, trop alambiquée. Mais après, moi, c'est mon activité. Il y a les deux casquettes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, la voie réaliste du tarot, c'est ça. On étudie le tarot pour mieux le connaître et on enrichit par cette connaissance notre pratique. Et par cet enrichissement, moi, c'est ce que je ressens en tout cas au jour le jour. Je me sens un peu meilleur à chaque fois dans l'aide que je peux apporter aux gens qui me sollicitent. Ouais, je veux dire, quand quelqu'un m'appelle, écoute, j'aimerais une séance, j'en ai besoin et tout, et il faut bien être présent, être entre guillemets à la hauteur et pouvoir aider la personne autant qu'on peut. Donc, je me sens toujours un petit peu meilleur quand, dans mon étude, j'ai approché une signification un peu plus claire d'une image. Après, moi, quand j'ai la personne en consultation et que je l'invite à regarder cette image, je me sens plus valide, plus légitime, je me sens plus armé pour pouvoir l'accompagner, quoi, cette personne, tout simplement, tu vois, c'est ça, quoi. Cette démarche me semble super. Et ce qui m'a étonnée et ce que j'ai adoré dans notre conversation, c'est l'importance de l'image. Bon, je pense que c'est évident d'un côté, c'est des cartes, c'est des images, mais l'importance de l'image, elle est clé. Donc c'est ça qui m'a vraiment impressionnée. Et Et à quel point tu utilises l'image dans tes consultations et dans tes cours, dans tes présentations. Et ça m'a l'air, ça me semble un outil que j'avais pas pensé comme ça. C'est un outil pour parler, pour s'ouvrir, pour réfléchir. Ouais. ah, complètement. À l'heure actuelle, dans mes consultations en médiation artistique, l'image et la parole sont vraiment les 2 médiums artistiques que j'emploie le plus, c'est clair. Mm. Mais c'est pour des raisons objectives qui sont très simples à comprendre. La parole, bah, elle est, fondamentale, elle est nécessaire. S'il y a pas de parole, il y a rien. Donc de toute façon, le travail avec, un consultant passe toujours par la parole. Il y a il y a que ça, hein. Il va falloir que la personne parle, qu'elle se confie, qu'elle trouve et mette les mots justes sur ce qui lui arrive, sur sa souffrance, sur ses questions. Donc, moi, je l'aide à ça. Et l'image, et c'est pour ça que j'aime, je parle comme ça à dessein, c'est pas pour rien hein, que je dis des trucs comme les images du tarot de Marseille. C'est une façon de parler qui n'est pas naturelle, que j'ai mise en place pour pouvoir parler du tarot d'une façon différente. Parce que c'est une image, ça. C'est l'illustration d'un atout, d'une carte. Mais cette carte, quand on joue au tarot, elle peut très bien ne pas être illustrée. On s'en moque, on peut quand même jouer au tarot. Donc, il s'agit bien d'une image, il faut le comprendre. Et quand je t'ai montré tout à l'heure ça c'est une image. Oui. Et là, c'est une image de l'Irlande, peut-être même à l'envers. Si elle est à l'envers à l'endroit, ça change le sens. Oui. Enfin, le sens ou pas le sens, mais ça change ce qu'on peut voir. Là, j'ai pris juste n'importe quoi autour de moi pour pas aller trop loin, mais je sais pas, j'ai une petite Bible à côté. Si j'ouvre à n'importe quelle page, là, il y a une image. Oui. Bon, bah si je présente, tu vois, là, tout de suite, on pourrait faire un petit jeu, toi et moi. Qu'est-ce que t'évoques cette image et tout, et puis il y a des choses qui deviendraient, et puis moi d'autres, tu vois. Et cette image, elle me rappelle aussi l'importance, surtout quand tu la montres dans le contexte d'une illustration avec un texte, l'importance de l'image à l'époque où tout le monde ne savait pas lire. Et par Exact. exemple, ouais, tu as parlé des vitraux dans les églises, dans les cathédrales, des illustrations. On n'a pas vraiment parlé de l'Irlande, mais par exemple, la Book of Kells, c'est, il y a tellement d'illustrations magnifiques. Et peut-être que c'est un petit peu pour ceux qui ne savaient pas lire. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, interpréter aussi. Et il n'y a pas besoin de texte. Oui, il y a besoin des mots, mais bon, les mots, ça appartient aussi à la tradition orale. Donc, quand on voit les images comme ça, elles ont un pouvoir énorme. Ah, bien sûr. Dans la formation au tarot réaliste que je donne, un module entier est consacré à l'image. Qu'est-ce qu'une image et quelles sont les vertus naturelles d'une image? C'est une expression de mon cru, c'est moi qui propose de dire les choses comme ça.
Je propose à mes étudiants de prendre conscience que toute image, quelle qu'elle soit, a des vertus naturelles. J'en propose au moins 7 distinctes, que ce soit une image du tarot ou une image de qu'on trouve sur Netflix aujourd'hui ou une photo en noir et blanc qui date de la fin du 19e siècle. Toute image a plusieurs vertus naturelles qui sont biochimiques. À partir du moment où nos yeux captent le stimulus ou les stimuli qu'offre l'image visuelle, il se passe une réaction dans le cerveau, il y a de l'inspiration, il y a des connexions, il y a tout un ensemble de... C'est ce que j'ai appelé les vertus naturelles. Et ça permet à mes étudiants, ils ont beaucoup aimé ce module-là, cette année, c'était la première fois que je le proposais dans le cursus, ils ont beaucoup aimé. Ils étaient très heureux de prendre du recul et de se dire: «Ah oui, mais le tarot, c'est le tarot, mais c'est un ensemble d'images et une image, c'est comme toutes les images». Les images du tarot, elles sont spécifiques au tarot, bien sûr, mais elles sont aussi des images comme toutes les autres et à Mhm. ce titre, elles produisent des effets qu'il est très important de connaître pour pouvoir comprendre comment utiliser ces effets en séance, quand on fait des tirages ou quand juste on regarde des images et tout. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps, dans le cerveau? Comment on peut amener quelqu'un à verbaliser par l'image? Comment une image peut nous inspirer? Voilà. Là, je prends Du lire, du séparer aussi. bien sûr, je prends une image, du tarot Visconti Sforza, donc c'est de l'enluminure, style gothique tardif, encore différent. Voilà une femme sur son char. Encore une autre image. Moi, ce qui me rappelle, ce que ça me rappelle aussi, c'est que quand on comprend, et tu as parlé d'initiation, quand on comprend le sens qu'on nous a montré, peut-être dans une circonstance spécifique, quand on comprend un sens qui peut-être est caché, ça nous unit à d'autres qui aussi comprennent ce sens. C'est comme, bon, c'est le symbole, c'est ça, c'est le symbole. Mais ça me rappelle, justement, quand tu m'as montré ça, c'est complètement différent, mais ça m'a rappelé. Alors, je ne sais pas si tu connais les muraux dans l'Irlande du Nord, surtout à Belfast. Il y a des maisons, des côtés de maisons entières qui sont peintes, mais c'est pas du tout religieux, ce sont des illustrations, c'est en rapport avec tout ce qui s'est passé avec la violence et les deux côtés, Ah ouais. l'apartheid, si tu veux, qu'on a eu ici en Irlande du Nord. Ça montre les images des catholiques, des protestants et des héros qu'ils ont. Souvent, il y a des mitraillettes dans ces images. Et ouais, c'est très spécifique, mais ça me rappelle que quand on les regarde, on les interprète forcément d'un côté sociologique, parce qu'on sait de quel côté on est. Et on sait ce qu'on prend, et on comprend aussi que bien que ça montre pas des gens qui sont morts, ça montre, on sait comment les interpréter. Tandis que le tarot, c'est vraiment, pour nous, c'est plus difficile parce qu'on n'appartient pas à cette société. Donc, on n'arrive pas forcément à connaître, à savoir comment interpréter toutes ces images. Oui, Alors, comment ils l'ont fait au 15e siècle, au 14e siècle, je sais pas. Donc, ouais. tu as tout à fait raison, c'est la difficulté avec le tarot. C'est pour ça qu'il est important déjà de prendre conscience, mais je l'ai rappelé ce soir, qu'une science, une histoire du tarot existe et de prendre conscience qu'on peut le connaître. Parce Mm. que peut-être que pour terminer, ce serait ça que j'aimerais dire. Moi, c'est mon message à moi, c'est celui-là, hein, avec la voie réaliste du tarot. Le tarot, à titre personnel, il m'a accompagné un peu toute la vie parce que mon beau-père, quand j'étais petit, était tarologue, c'était son métier, mais il pratiquait le tarot, pas divinatoire, mais dans le sens que j'ai décrit, pour l'accompagnement, psychologique, admettons, pourquoi pas. Il faisait aussi des liens avec la psychanalyse, pourquoi pas, et cetera, et cetera. Mais le tarot, m'a été présenté comme un objet inconnaissable, occulte, ésotérique, hem, à mettre sur la même table que le Popol Vuh des Mayas, la Bible, hébraïque, voilà, et il y avait le tarot à côté, pour certains, c'est le livre de Thoth, un livre sacré égyptien, donc quelque chose qu'on ne peut pas cerner, un objet inconnaissable. Et mon message à moi, il est tout simple, c'est de dire: «Le tarot est connaissable». Le Mhm. tarot, c'est pas une œuvre divine. Dieu n'a pas créé le tarot. Non. Le tarot, c'est pas la Torah. Même si les deux sont maintenant comme on les prononce aujourd'hui dans nos langues, mais c'était pas le cas il y a encore quelques siècles. Tarot, Torah, donc il y a des gens qui disent c'est pareil. Non, si la Torah, selon les croyants, ce que je ne suis pas, mais a été transmise par Dieu, à Moïse, et cetera, le tarot, il n'a pas été transmis par Dieu à je sais pas qui.
C'est, le tarot, c'est un objet qui a été conçu par des humains dans un temps défini. On peut connaître, et on peut le connaître en étudiant son histoire, son contexte, même politique. Parce que, je vous en parlerai pas ce soir, mais je veux dire, la politique florentine ou même juste italienne des années 1435-1440, ben, voilà, il y en a, peut expliquer certaines choses. On a un pape dans le tarot, mais les papes, ils sont de retour juste à peine depuis 1420, je crois, dans les États pontificaux. Avant, ils étaient en exil à Avignon. Donc Ouais, les papes sont revenus à peine il y a quelques décennies en Italie. C'est dur à l'époque de redorer l'image des États pontificaux donc il faut injecter des sous, il faut refaire des beaux bâtiments, des trucs et tout. On est en plein là-dedans. Le pape est critiqué. Est-ce qu'il nous faut un pape ou non? Il y a le schisme aussi avec l'Orient. Bon, il y a tout un contexte géopolitique. Et il y a un pape dans le tarot. Pourquoi? Enfin voilà. Donc de cette façon, en interrogeant le contexte historique et culturel, le tarot devient connaissable. Et aujourd'hui, franchement, on peut bien le connaître, voire très bien le connaître. Les plus grandes pointures à l'heure actuelle, peut-être j'en citerai aussi pour le monde anglophone, le plus grand historien du tarot est sans doute Ross Caldwell. Pour le monde francophone, j'ai cité Thierry de Polis et Isabelle Nadolny, très bien. Pour le monde italien, peut-être que je pourrais citer Andrea Vitali, mais il y en a d'autres. Mais ces grandes pointures du tarot, ils connaissent extrêmement bien le tarot. Ils le connaissent extrêmement bien. Donc on peut le connaître. La voie réaliste du tarot est faite pour ça. Toutes les personnes qui ont envie de comprendre ce vieux jeu et cette vieille œuvre, eh bien moi je les invite aussi à rejoindre cette voie réaliste du tarot, hein. Je pense que dans la description de la vidéo, on pourra mettre sans doute les liens vers mes absolument. formations ou mes sites, mon activité. Et tu parlais du symbole, je voulais te remercier parce que j'ai en tête de faire un atelier juste sur la notion de symbole, parce que je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Mais c'est exactement ce que tu as décrit à l'origine, le symbole. Je sais pas, là par exemple, on a un symbole. On a un symbole. Et le symbole, c'est ce que tu as décrit. Un symbole, c'est pas quelque chose de compliqué. Mhm, C'est l'inverse. Un symbole doit être simple, parce que s'il est compliqué, ceux qui ont la clé de lecture, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc un symbole, à l'origine, c'est quelque chose qui est simple dans sa création et dans son intention, mais qui, par contre, pour être lu, compris, nécessite une clé de lecture. mhm, Ça amène à l'hermétisme. Qu'est-ce que c'est l'hermétisme? C'est le fait de dire on ferme la connaissance. Et la clé de lecture, par exemple, de tel symbole, juste on la donne à toi, à toi, à toi. Vous l'avez, c'est fermé. Vous pouvez comprendre. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. Donc un symbole, c'est une image qui renvoie à une idée, tout simplement. Et c'est pas compliqué. Par contre, des fois, c'est très difficile d'avoir la clé de lecture. Des fois, on ne peut pas l'avoir parce qu'on n'arrive pas à remonter historiquement au truc. Là, vous voyez la figure de la vertu de tempérance qui met de l'eau dans son vin. C'est comme ça qu'on dit toujours en français. Ben ça, c'est un symbole qui renvoie à l'idée de modération, tout simplement. Donc par l'image de mettre de l'eau dans son vin, on renvoie à l'idée de se modérer, de se maîtriser, maîtriser ses pulsions, tempérer ouais, ses comportements, etc., etc. Donc c'est exactement ce que tu as dit, quoi. Une image qui renvoie à une idée, et pour savoir ça, si le symbole s'est perdu dans notre culture à nous, il faut remonter dans le temps avec les outils historiques mhm. pour pouvoir le retrouver, quoi. Bon, alors pour ceux qui voudraient plutôt cultiver leur passion et ne pas les modérer, où est-ce que les gens peuvent suivre tes formations? Bah alors, ça va être assez simple. Je suis sur les réseaux sociaux classiques, à mon nom d'ailleurs, Simon Ferrandou ou alors La Voix réaliste du tarot. Facebook, Instagram, surtout YouTube. Donc j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle La Voix réaliste du tarot, dans laquelle je parle de tout ça. Pour les personnes qui s'intéressent au tarot nomade, le tarot des croix du Sud, pareil, page Facebook, chaîne YouTube, Instagram, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez me joindre comme ça. J'aurai un lien Linktree que vous pourrez trouver qui rassemble tous mes liens, donc un petit site personnel. Et j'ai un mail, simon.ferrandou@gmail.com, mais on pourra le remettre dans la description si vous voulez me joindre pour une consultation ou pour rejoindre une formation. Et en gros, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je propose différents cycles de formation. Vous pouvez vous former à cet outil
pour comprendre de A à Z le tarot des Croix du Sud et puis aussi, à l'art du tirage avec ce tarot-là. Vous pouvez vous former de la même façon au tarot de Marseille et au tarot historique avec la formation au tarot réaliste. Donc toute l'histoire du tarot, la signification originale de chaque image qu'on voit là et aussi des types de tirages nouveaux que j'ai créés et qui sont en lien avec, la forme de la suite d'atouts et cetera, des choses que j'explique. Donc pour le tarot de Marseille, c'est cette formation-là et puis j'ai créé aussi des outils de développement personnel, de travail sur soi, avec les images du tarot, le gyrogramme. Donc c'est un thème, cette fois-ci, personnalisé. Chaque personne a un thème unique. Si ça t'intéresse d'ailleurs, ce serait chouette, je pourrais revenir faire une conversation avec toi. Je te l'aurais présenté en amont et j'aurais fait ton thème à toi, si tu veux, avec le gyrogramme. Les gens me transmettent quelques informations qui relèvent de leur identité sociale. D'habitude, les thèmes, c'est sur la date de naissance. Là, c'est l'identité sociale. Par exemple, avec le numéro de la carte d'identité, on va se retrouver avec une carte de tarot qui répond à un besoin humain fondamental, celui de l'identité. Donc le gyrogramme, c'est un thème spécifique qui se concentre sur les 9 besoins humains fondamentaux tels qu'ils ont été identifiés par un scientifique, Manfred Max Neef, à la fin du XXe siècle. Donc voilà, et j'ai la charte du battleur, je vais vous la montrer. De Butler. Oui, donc ça, c'est pour toutes les personnes qui s'intéressent spécifiquement à la création, à l'art, aux jongleurs du tarot que je vous ai montré, le bouffon et le battleur. Et c'est aussi un thème tarologique. Et donc je fais une formation inédite qui commence là, la prochaine, le 23 avril 2025, juste après Pâques. Alors attendez, il faut juste que je trouve le temps de trouver une charte, comme ça je vais vous la montrer. Bon, ben voilà. Voilà, une charte. Donc c'est un thème tarologique très différent du gyrogramme, qui ne se concentre pas sur les besoins humains fondamentaux, mais sur le besoin de créer, sur la création artistique. C'est pour réveiller notre pouvoir créateur. Ah, super Donc, ça. donc cette formation est annuelle, elle suit le calendrier des jongleurs médiévaux. Donc vous voyez que le nouvel an, c'est en avril, ça arrive bientôt, après Pâques. Et toute l'année, on suit le calendrier des jongleurs, des battleurs, des artistes de l'ancien temps et je dispense une formation complète sur ce qu'était la création à cette époque, ce qu'on peut faire maintenant nous et pendant tout le cursus, eh bien les étudiants créent une œuvre d'art. Voilà, Waouh. donc en même temps du tarot et en même temps de l'art, quoi. Oui. Ah, Voilà c'est ce que je super. propose en ce moment comme, formation. Ouais. Ah, c'est excellent. Ça a l'air absolument super. Merci. Écoute, je Mais le écoute, redis. merci beaucoup, Simon. Oui, si tu veux, ce serait super de parler de ça, de ton gyrogramme. Donc, si tu Mmh. veux, quand tu veux, ce sera super. Mais en attendant, merci beaucoup, Simon. Ça a été super. Et voilà, je vous invite à découvrir le travail de Simon Ferrandou. Il est super. Un grand Donc, merci à merci. toi pour Au ton revoir. invitation, pour cette conversation, c'était génial. Un grand merci pour ta personnalité et bravo pour le lancement de ta chaîne YouTube, dont tu m'as rappelé l'intention, voilà, faire du lien entre les auteurs et les chercheurs indépendants notamment, faire connaître des travaux particuliers, singuliers qui pour toi, voilà, devraient être connus et pour ça, je te félicite et j'espère que ta chaîne va fonctionner, mais je lui souhaite longue vie, je suis sûr que ça va marcher. Merci, c'est gentil.